Dans Anyone Can Scale, on a décidé, dans cette première partie, de commencer par les individus. Avant de vous montrer comment une PME, une TPE, une grande entreprise peut scaler, comment on scale une équipe, on a pensé que c'était important de vous montrer au niveau le plus micro que le scale, ça démarre par une attitude personnelle. Pour ça, on a suivi le quotidien de 4 personnes dans leur travail et on les a aidés à performer et à travailler plus efficacement avec des méthodes de scale. On a suivi Léa l'avocate, Lavinia le médecin, Fabien, développeur, et Guillaume, développeur aussi. Et ce qu'on a voulu faire en suivant ces gens, c'est vous montrer que tout le monde peut mettre un peu de scale dans sa vie. Bienvenue dans Anyone Can Scale. Aujourd'hui, on va commencer cette formation par comprendre le concept de scalabilité, essayer ensemble de le décortiquer et voir concrètement les grandes étapes pour permettre de rendre votre business scalable. Alors, la première question qu'on doit se poser pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est qu'est-ce que ça veut dire la scalabilité ? Alors, c'est un peu un running gag pour moi, parce que j'ai eu l'impression de l'expliquer pendant 5 ans à tout le monde qu'est-ce qu'était une boîte scalable, notamment dans mon travail as The Family. Et pourtant, à chaque fois que je pose la question à quelqu'un de m'expliquer la scalabilité, c'est assez catastrophique. Donc, c'est très simple, il y a un schéma tout bête à comprendre. La scalabilité, c'est une structure économique dans laquelle les coûts fixes sont plus ou moins fixes, ils peuvent être plus ou moins élevés. Mais en tout cas, vous avez cette structure de coûts fixes. Qu'est-ce que c'est les coûts fixes ? C'est les ingénieurs, les développeurs, votre salaire, votre loyer, tout ce qui fait que votre business peut opérer, tous les besoins fixes que votre business a pour opérer. Ensuite, si vous êtes vraiment scalable, vous avez des coûts variables qui sont décroissants, comme ça, avec une jolie courbe de décroissance. Alors évidemment, ils ne vont pas décroître à 0, mais petit à petit, servir un nouveau client, ça va vous coûter moins cher. Et vos revenus par client, eux, ils sont croissants, normalement de façon asymptotique, c'est-à-dire qu'ils vont monter comme ça. Et donc, si vous avez coût fixe, coût décroissant, revenu croissant, à chaque fois que vous rajoutez un client, alors vous êtes parfaitement scalable. Ça, c'est la scalabilité la plus pure, c'est Google. Google, la première fois que quelqu'un tape une requête sur Google, cette requête, il faut rembourser la recherche et développement, les ingénieurs, tout ce qui a amené jusqu'à ce moment-là. La deuxième requête, elle coûte 2 fois moins cher. La troisième requête coûte 3 fois moins cher. La quatrième requête, etc. Jusqu'à la milliardième de requêtes. Et en plus, Google apprend de plus en plus sur vous, donc optimise, a de plus en plus de clients, a des effets réseau, et ces effets réseau lui rapportent de plus en plus d'argent. Et comme il optimise ses serveurs, etc., ses coûts variables, à eux, sont décroissants. Cette structure, qui est la scalabilité, c'est un peu la structure économique de l'Internet. Pour nous, l'Internet, c'est une révolution qui change complètement la façon dont les business sont opérés. L'Internet a changé de nature la façon dont les business peuvent être créés, peuvent être opérés, peuvent se développer. Et scalabilité et Internet, c'est un peu les cousins germains. L'Internet a permis l'apparition de business parfaitement scalables. Alors, classiquement, les gens qui ont commencé à réfléchir à la scalabilité, ils se sont dit, la scalabilité, c'est le virtuel. Parce que dans quel monde vous avez cette structure parfaite de croissance de votre revenu par client, de décroissance de vos coûts et de coûts fixes qui sont fixes ? Eh ben, c'est tout simplement les services Internet, les services 100% virtuels, le software, tout ce qui est autour du software, les SaaS, les abonnements, les médias, tout ça, en fait, sont des objets parfaitement scalables. Et puis, des sociétés ont commencé à appliquer ce concept de scalabilité en dehors de l'Internet. Et notamment, le cas le plus célèbre, c'est Uber, où Uber est une société scalable qui opère des chauffeurs qui ne le sont pas. Vous pouvez voir Uber comme une société mère qui, elle, a une scalabilité parfaite et qui a des filiales, les chauffeurs,
qui, eux, ne sont pas scalables. Et cette première rupture dans le modèle a fait réfléchir des gens, et notamment mon associé, Nicolas Collin, avec ce concept de face nord, face sud dans les business. Grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette vision de qu'est-ce qui est scalable et qu'est-ce qui n'est pas scalable en l'opérant sur un seul objet était un peu simpliste, un peu, limité, parce que ça ne reflète pas la complexité de construction d'un business. Or, la bonne question, c'est que quand on construit un business, on devrait se poser la question, qu'est-ce qui dans mon business est scalable et qu'est-ce qui dans mon business n'est pas scalable? Quelle partie de mon business est scalable et quelle partie de mon business ne l'est pas? Or, dans 100% des business, et ça c'est une information, c'est une hypothèse un peu bold qu'on va faire ensemble, 100% des business ont une face nord scalable, même si elle est toute petite, même si elle est réduite à un aspect assez accessoire du business, il y a là des engagements et des améliorations de productivité extraordinaires qu'on peut faire ensemble. Le but d'Anyone Can Scale, c'est de vous donner cette méthodologie, de vous faire comprendre que tout business peut scaler si vous comprenez comment le démonter, voir quelles sont les étapes logiques dans votre business et vous permettre de prendre les parties les plus facilement scalables. Alors, on va faire plusieurs choses ensemble. Première chose, c'est qu'on va étudier des types de business. On va regarder des gens qui avaient des business traditionnellement pas scalables et qui sont devenus un peu plus scalables. On va étudier des business models pour voir les chemins de comment la valeur est créée et comment la valeur est transmise à l'intérieur des business. Et puis surtout, on va avoir des témoignages, on va avoir des gens qui sont dans l'action, qu'on a pris et qu'on a forcé à scaler pour vous montrer que c'est possible, quel que soit votre métier. Je m'appelle Léa Evrard, je suis inscrite au barreau de Paris depuis 6 ans maintenant. Je m'appelle Guillaume, je suis développeur freelance. Je m'appelle Lavinia Unita, je suis médecin, je suis installée à Londres où je fais de la médecine fonctionnelle. Je m'appelle Fabien de Maestri, je suis développeur web en Node.js, principalement en back. Mes grosses problématiques aujourd'hui, c'est dégager du temps parce que j'ai l'impression que les dossiers ils s'empilent comme ça et que les dossiers les plus anciens ils s'enfoncent encore plus et que je gère en fait les priorités au quotidien. Moi en perso, c'est pas travailler moins et gagner du temps pour ma vie perso à côté. C'est évoluer dans mon métier, apprendre des choses que je sais pas. Prendre des clients peut-être un peu plus gros, qui ont des sociétés un peu à droite à gauche, des choses un peu plus complexes, conseiller plus de gens, voir vraiment que mon travail il est utile, pas rentrer dans une routine de travail, je pense que ça tue tout le monde. La base du scale, c'est l'investissement. Le premier concept que vous devez comprendre, c'est la différence entre ce qu'on appelle les CAPEX et les OPEX. CAPEX, c'est un mot dérivé de l'anglais qui veut dire Capital Expense. OPEX, c'est Operating Expense. Grosso modo, ça permet de dissocier les dépenses qui ont un rendement, les CAPEX. Vous faites un investissement qui vous rapporte quelque chose. Des OPEX qui sont des purs liabilities, c'est-à-dire des purs coûts qui n'ont aucun rendement en dehors du fait que le service a été rendu. Alors pour prendre un business très simple, pour voir qu'est-ce qui est du CAPEX et qu'est-ce qui est du OPEX, grosso modo, les CAPEX, c'est tous les investissements que vous avez besoin de faire une fois et qui vont vous rapporter dans le temps. Par exemple, acheter un immeuble, si vous achetez votre immeuble de bureau, ça c'est un gros CAPEX. Ensuite, vous n'avez pas besoin de payer un loyer. Si vous payez un loyer, ça c'est un OPEX. Donc vous voyez la nature entre savoir si quelque chose est un CAPEX ou si quelque chose est un OPEX, c'est pas simplement la fonction. C'est aussi la nature financière que vous avez avec cet objet. Est-ce que vous êtes propriétaire de cet objet ou est-ce que vous louez l'objet? La révolution de l'Internet et ce qui est en train de se passer dans les business actuellement est en train de transformer énormément de choses qui étaient des CAPEX en OPEX. Grosso modo, avant, vous aviez besoin de capital pour démarrer. Maintenant, vous pouvez louer l'accès à des ressources. Avant, il fallait acheter ses serveurs. Maintenant, vous pouvez louer vos serveurs. Avant, il fallait acheter ses bureaux. Maintenant, vous pouvez aller dans un coworking.
Avant, il fallait acheter des machines industrielles. Maintenant, vous pouvez louer dans un Fab Lab l'accès à ces machines-là. Le phénomène d'opexéisation, c'est un mot barbare, le phénomène d'opexéisation a permis de réduire la barrière à l'entrée des entreprises. Grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, pour démarrer, vous n'avez plus besoin de convaincre quelqu'un de vous donner de l'argent. Vous avez juste besoin de créer un business model suffisamment rentable, suffisamment rapidement pour pouvoir louer les ressources dont vous avez besoin. L'époque est à se faire payer d'avance et payer ses fournisseurs le plus tard possible. Si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à collecter de l'argent avant de payer vos coûts et qu'en plus vous n'avez pas besoin d'avoir des capital expense pour livrer vos services et vos biens, et ben grosso modo, vous pouvez utiliser vos clients et l'argent de vos clients pour croître. Si le bénéfice que vous faites sur un client vous permet d'en servir de nouveau, ça vous permet d'en avoir 2, puis 4, puis 8, etc. Ces différences entre CAPEX et OPEX, elles sont super importantes à comprendre pour comprendre où est le levier du scale. Le levier du scale, il vient d'un truc tout bête, qui est que de temps en temps, au lieu de rendre un service bêtement, au lieu de faire une action parce qu'il y a une urgence à la faire, c'est simplement de faire une pause, de prendre le temps et de se dire comment je peux transformer mon action en quelque chose qui me prendra moins de temps dans le futur si aujourd'hui j'investis un peu plus de temps. Grosso modo, c'est comprendre que parce qu'on n'a plus d'investissement financier dans les entreprises et qu'on en a de moins en moins, qu'on a besoin d'investir de plus en plus intelligemment son temps. Investir son temps, ça passe par quoi? Ça passe par réussir à transformer ce temps que l'on met d'habitude pour servir les clients directement en quelque chose qui nous permet de réduire le temps avec lequel on va servir les gens dans le futur. Alors, prenons un exemple très concret et très simple. Grosso modo, un avocat vend son temps. C'est-à-dire qu'il facture à ses clients le temps qu'ils passent à résoudre leurs problèmes. Il y a un petit désalignement, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus un avocat passe de temps à travailler, plus il gagne de l'argent, et plus il prend de temps pour faire les choses, plus ça coûte cher aux clients. Les avocats traitent ça traditionnellement en étant raisonnable, en étant honnête. Le problème, c'est que être honnête et raisonnable, c'est pas universellement partagé. C'est un rapport de force un peu compliqué et les clients sont pas tous à la même enseigne autour de ce sujet. Il y a des clients qui acceptent d'être facturés des heures pour rien. Il y a des clients que ça rend très nerveux. Si vous êtes un avocat et que vous avez envie de scaler, quel est votre premier challenge? Votre premier challenge est de vous dire que même si vous avez un alignement d'intérêt avec vos clients à passer beaucoup de temps, grosso modo, vous gagnez de plus en plus d'argent, plus vous passez de temps, vous devez comprendre que ce gain de court terme a un impact de court terme extrêmement pervers. Parce que vous allez être limité dans vos revenus par le temps maximum que vous avez passé. C'est la dissociation entre la valeur et le coût. Peut-être que vous allez passer un peu de temps sur un sujet, mais ça a beaucoup de valeur pour le client. Donc il est prêt à vous donner beaucoup d'argent. Peut-être que vous allez passer beaucoup de temps sur un sujet et ça a faiblement de la valeur pour le client. Cette différence entre valeur et coût, elle est hyper importante à comprendre. Ce que vous avez besoin de faire, si vous avez envie de scaler, c'est de vous dire comment je peux investir mon temps upfront au maximum pour préparer mes clients à me prendre le moins de temps possible. Et donc, c'est de diviser toutes les étapes, les templates, les modèles, tout votre processus industriel, en ayant comme seule volonté, seule optimisation, de vous dire comment y passer le moins de temps possible. Et pour ça, il y a 3 outils, qui sont les 3 outils qu'on utilise dans tous les cas de Anyone Can Scale. L'outil numéro 1, c'est de faire travailler les clients. Ikea a inventé ça. Ikea, il fait bosser les gens comme monteurs. À la fin, il vous reste toujours une pièce dans la main. Vous ne savez pas quelle est cette pièce, mais vous avez bossé gratuitement pour Ikea. C'est quoi le deal quand vous achetez un meuble Ikea? C'est ce meuble, il est moins cher que ce qu'il devrait être, parce que toutes les emmerdes de montage, c'est vous qui allez les faire.
ou du moins quelqu'un que vous allez payer pour le faire, mais ce n'est pas le problème d'IKEA. Ça, c'est le premier outil. Je pense que beaucoup de freelances, beaucoup d'avocats, beaucoup d'entrepreneurs ne se rendent pas compte à quel point les clients peuvent travailler pour eux et ne savent pas créer les conditions favorables à capter la valeur des utilisateurs. Si vous voulez, l'exemple ultime de ça, c'est Facebook. Facebook, c'est une entreprise qui a transformé des milliards de personnes en créateurs de contenu, qui a pris n'importe qui et l'a transformé en quelqu'un qui est capable de faire de la valeur et du trafic pour Facebook. Et bien cette logique-là, vous pouvez l'appliquer dans beaucoup de business. On reprend notre petite histoire d'avocat. Vous êtes un avocat, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que vous allez mettre en place des process standards, des formulaires, des questionnaires pour éviter une mauvaise compréhension du besoin client. Beaucoup trop de business de service ont tendance à ne pas standardiser leur approche et les questions qu'elles posent aux clients. Et résultat, chaque client est aussi productif que le client veut bien l'être. Il y a des gens qui sont très bordéliques. Ces gens-là, vous allez passer beaucoup de temps à comprendre ce qu'il y a dans leur tête. Il y a des gens qui sont très très efficaces. Et si vous pensez un peu en justice sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, aujourd'hui, dans les business de service, les gens efficaces subventionnent les gens qui ne le sont pas. Grosso modo, ça veut dire que vous allez passer des heures et des heures à parler avec des gens qui sont incapables d'exprimer clairement leurs besoins et simplement, sous prétexte que vous ne les avez pas forcés à standardiser leur approche et leur questionnaire. Donc ça, c'est l'outil numéro 1, faire travailler les clients. Et il y a plein de façons de le faire. L'outil numéro 2 de la scalabilité, c'est l'automatisation. Alors, l'automatisation, c'est un petit peu le côté magique, vous savez, du geek dans le film qui tape sur l'ordinateur et là, il y a des trucs qui apparaissent à l'écran et il se passe des trucs magiques parce que le type, il tape très très vite. Ça a créé une sorte d'image où en fait, l'automatisation était réservée, n'était le monopole que de gens extrêmement spécifiques. Ingénieurs, il faut être bon en maths, il faut avoir fait des longues études, il faut savoir coder. Pourtant, depuis 10 ans, il y a un phénomène très intéressant qui s'appelle le no-code, qui sont tous ces outils qui permettent à des non-codeurs d'avoir des pouvoirs de codeurs. Ces outils-là, ils sont méconnus en France, ils sont méconnus par la plupart d'entre vous qui regardez ces vidéos et c'est bien dommage parce que ces outils vous permettent justement de mettre dans votre business de l'automatisation, de mettre dans votre business cette capacité à faire que les robots travaillent pour vous. L'image que j'aime bien me répéter, c'est que il y a une armée secrète qui est apparue sur Terre, qui est l'armée des robots. Les robots sont déjà là, ils sont partout. Et la différence, ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est la capacité à les utiliser ou à ne pas les utiliser. Outil numéro 3, la standardisation. Alors ça, c'est un peu le sujet tabou. C'est marrant dans cette expérience de faire Anyone Can Scale. À chaque fois qu'on parle de standardisation avec les gens ont une sorte de répulsion quasi instinctive du genre non mais moi je fais que du sur-mesure, moi je fais que du standard, je ne fais jamais de standard, chaque client est unique, chaque être humain est précieux, incroyablement différent. Je ne veux pas entendre parler de ces histoires de standardisation. Alors ok, c'est sympa pour le côté esthétique de la chose. Pourtant, la standardisation, c'est un outil hyper libérateur. D'ailleurs, en général, les gens qui me disent qu'ils sont contre la standardisation, ils ont un iPhone dans leur poche. Il ne semble pas que qui que ce soit aille acheter un iPhone fait par un artisan au coin de la rue, qui a été personnalisé pour soi, à la taille de sa main. Est-ce que quand vous allez chez Apple, on mesure la taille de votre main en vous disant est-ce que ce téléphone… Et pourtant, les gens trouvent que l'objet iPhone est un objet magnifique. Il y a des gens qui tueraient pour un iPhone, j'en connais, on a des noms, à coup d'État, entre autres. Mais il faut comprendre que la standardisation et de réussir à savoir qu'est-ce qu'on peut standardiser, qu'est-ce qu'on ne peut pas standardiser, c'est la clé pour savoir si on peut scaler ou pas scaler. Comment ça marche de scaler? C'est assez simple. Il faut avoir de la méthode, il faut être patient et il faut avoir le long terme comme ami. Il n'y a pas de recette miracle
qui transforme un business non scalable en business scalable overnight. Ça n'existe pas. Si vous voulez acheter ce genre de formation miraculeuse, il y a des liens en dessous. Il y a des gens qui vont vous promettre des choses qui n'existent pas. Scaler, ça demande du travail, ça demande de la patience, ça demande du temps. Et ça demande toujours le même process. Process numéro 1, analyser. C'est quoi ma chaîne de valeur? C'est quoi mes étapes? C'est quoi ma to-do cachée de toutes les actions que je fais dans une journée? Je vous encourage tous à faire cette to-do au moins pendant une semaine ou 2 semaines. À chaque fois que vous faites quelque chose, aussi futile que ça ait l'air, aussi détaillé que ça ait l'air, vous le mettez dans votre calendrier et ça va vous permettre d'avoir une visualisation de où tout le monde dans votre entreprise passe du temps. La base de l'optimisation, c'est l'information. L'information est la représentation de la chaîne de valeur, c'est-à-dire les étapes entre le client et la livraison de ce client, par où ce client vient, comment il a été contacté, comment il a acheté, comment on a produit le service ou le produit qu'on va lui offrir. Vraiment lister toutes ces étapes. Ensuite, une fois que vous avez ce schéma avec toutes ces étapes, vous pouvez faire 2 choses. Vous pouvez taguer ce qui est face nord et ce qui est face sud. Face nord, c'est tout ce qui peut scaler. Face sud, c'est tout ce qui ne peut pas scaler. Alors, qu'est-ce qu'est la différence entre quelque chose qui peut scaler ou qui ne peut pas scaler? C'est tout simplement passer chacune de ces étapes à la moulinette des 3 outils. On se pose la question, est-ce que cette étape, elle aurait pu être mieux faite par le client si le client avait travaillé plutôt que moi-même? Par exemple, est-ce que si je lui avais envoyé un questionnaire standard pour lui poser des questions à la définition de ses besoins, ça aurait été mieux fait que si c'est moi qui définis les besoins moi-même? Est-ce que à tel endroit, j'aurais pu l'envoyer sur un site internet où il aurait pu se self-serve? Est-ce que j'aurais pu, à ce moment-là, lui faire du travail à l'intérieur du process qui aurait apporté de la valeur à l'ensemble du process? Donc ça, c'est étape numéro 1. Donc dans votre arbre, vous vous demandez, est-ce que le client peut travailler? Est-ce que le client ne peut pas travailler? Si le client peut travailler, il faut mettre ça en place. Si le client ne peut pas travailler, il faut se poser la question, c'est est-ce que c'est standardisable ou pas? Est-ce que vous avez moyen de rendre cette étape standard? C'est-à-dire copier-coller. Est-ce que le nombre de choix possibles n'est pas limité? Et est-ce que vous n'êtes pas perdu dans votre abstraction et dans votre vision que tout ça est incroyablement précis, incroyablement personnalisable? Est-ce qu'il est possible de standardiser? Et s'il n'est pas possible de standardiser ou s'il est possible de standardiser, commence le 3e outil, est-ce que c'est automatisable ou est-ce que ça ne l'est pas? Donc, dans la matrice de scale, il y a 2 faces. Il y a est-ce qu'il est possible de standardiser et d'automatiser? Est-ce qu'il est possible de standardiser et de faire par les clients? Si ce n'est pas automatisable et si ce n'est pas possible de faire par les clients, alors c'est la phase sud de votre business. Tout ce qui n'est pas scalable, c'est tout ce que vous ne pouvez pas automatiser et tout ce que vous ne pouvez pas faire par les clients. Mais que vous automatisiez ou pas, l'étape numéro 1, c'est évidemment la standardisation. Standardiser les choses et vous forcer à voir les choses un peu dans un process industriel, de vous demander, ok, qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit moins complexe, moins aléatoire, plus prédictible? Ça a énormément de valeur. Vous savez, si j'ai appris quelque chose, c'est qu'on a tendance à sous-estimer la valeur de ce qu'on est capable de faire sur le long terme et à surestimer ce qu'on est capable de faire sur le court terme. Et pourquoi? C'est parce que biologiquement, on n'est pas apte à comprendre une exponentielle. Alors, on va jouer à un petit jeu de maths ensemble. La valeur d'exponentielle en 1, c'est 2,7. La valeur d'exponentielle en 5, c'est 143. La valeur d'exponentielle en 10, c'est 20 000. C'est quoi l'exponentielle en 30? Vous avez 3 secondes, réfléchissez. Pensez à un chiffre dans votre tête. Pensez au chiffre, je recommence. 2,7, 143, 20 000. 3 fois plus de 10 à 30. C'est combien la valeur d'exponentielle? Eh bien, c'est 8 700 milliards. Vous ne l'avez pas vu venir celle-là, hein? Eh bien, dans la vie, c'est la même chose. Le knowledge et le savoir que vous pouvez acquérir fonctionnent exactement comme une exponentielle. Au début, c'est dur. Ça a du mal à partir. Et ensuite,
petit à petit, vous avez des intérêts composés, ça compound, comme disent les anglo-saxons, et ça s'additionne. Et ça s'additionne de plus en plus vite. Et toute démarche de scalabilité au sein d'une entreprise est avant tout une démarche d'apprentissage. Et c'est pour ça que l'étape numéro 1, c'est d'avoir confiance, c'est d'y croire. Il faut faire semblant de scaler et bientôt vous scalerez. Et la deuxième chose, le deuxième blocage qui était vraiment fascinant à voir avec nos amis, c'est que fondamentalement, il y a une confusion entre scale et industrialisation. Fondamentalement, les gens pensent qu'une usine, c'est scalable, parce que ça produit des millions de choses. Scalable, ça ne veut pas dire quantité. Vous pouvez très bien avoir envie de faire les choses à une échelle locale. Vous pouvez très bien avoir envie de faire les choses à petite échelle, garder votre cabinet tranquille, vivre la belle vie, avoir un bon lifestyle. Il ne faut pas confondre ambition et croissance. La croissance, c'est l'outil de développement de votre entreprise. Mais le niveau de croissance que vous voulez atteindre et le niveau final de votre entreprise, ça c'est un choix. Ce que nous on essaye de faire, c'est de vous donner les moyens de votre choix. On n'essaie pas de vous dire que tout le monde doit bâtir le prochain Facebook. Si tout le monde bâtissait le prochain Facebook, personne ne serait Facebook. Il faut comprendre que si Facebook est Facebook, c'est parce qu'il y a des millions d'entreprises qui ne le sont pas. Non, ce qui compte, c'est que vous soyez satisfait de vous et heureux et que vous vous dites j'ai réussi à atteindre le maximum que je m'étais fixé comme objectif, je ne pourrais pas faire beaucoup mieux. Évidemment qu'il y a une phase dans laquelle vous investissez. Évidemment, il y a une phase dans laquelle vos profits sont utilisés à l'échelle de cette ambition. À vous de définir le moment où ça s'arrête et vous décidez de prendre les fruits de cette scalabilité. Tout ce qu'on a abordé, c'est la face immergée de l'iceberg. Cet iceberg de la scalabilité, il est géant. Et il y a plein de choses qu'on va voir ensemble. Évidemment, on va rentrer à fond dans l'automatisation. Vous allez voir comment on a réduit le temps de travail de Léa par 10 en standardisant l'ensemble des documents légaux sur lesquels elle travaille et en créant des templates intelligents et flexibles qui lui donnent la liberté d'aller plus vite. Vous allez voir comment on a automatisé la prise de rendez-vous, la gestion des rendez-vous et l'ensemble de la génération de leads pour Lavinia. Vous allez voir comment avec Guillaume et Fabien, on a utilisé leur pouvoir de dev pour obtenir beaucoup plus de leurs clients et se concentrer sur le marketing. Et tout ça va vous montrer que l'automatisation, que vous soyez dev ou Lavinia, qui est l'autre extrême de l'automatisation, eh ben c'est possible. Vous pouvez le faire. La deuxième chose, c'est qu'on va vous montrer concrètement comment on standardise. Et notamment en revenant sur des pratiques historiques. Par exemple, les avocats, la façon d'écrire les documents n'est pas codifiée par la loi. C'est l'usage. Et l'usage vient d'un temps où les documents n'étaient pas pensés pour être standards. Ils étaient pensés pour être écrits de façon custom par un avocat. Le simple fait de remettre cette hypothèse cachée en cause, que le format d'un document d'avocat peut changer, vous allez voir, ça ouvre des perspectives. Quand vous êtes médecin, vous avez l'impression que le suivi de vos patients passe forcément par un rendez-vous avec vous. Pourtant, l'email a été inventé, le SMS a été inventé. Comment Lavinia peut suivre ses patients bien après qu'ils soient allés dans son cabinet, bien après que leur traitement a démarré. Et vous allez voir qu'en fait, ce type de scale, ce type de standardisation ne réduit pas l'expérience utilisateur, ne réduit pas la magie du contact humain. Au contraire, il l'augmente. Dans la standardisation, vous allez aussi voir comment des devs qui peuvent tout faire doivent faire des choix. Ils doivent se limiter, être compréhensibles par leurs clients, faire l'effort d'arrêter de dire que tout est possible et simplement forcer les clients à comprendre de quoi ils ont besoin et de limiter leurs ressources et leur capacité de développement à ces clients les plus pertinents. Évidemment, on va aussi aborder concrètement les sujets de faire travailler les clients pour vous. On va vous montrer
qu'on sous-estime à quel point les utilisateurs ont envie d'être engagés. Il y a quelque chose d'assez troublant, c'est l'idée que d'un côté, il y a le service provider qui a le savoir, il est sur sa montagne, et il y a le petit client là qui est en bas comme ça, s'il te plaît, donne-moi ton savoir. Non, on vit dans un monde où les gens sont à égalité. Cette égalité, elle a comme force de permettre aux service providers, aux freelances, à l'avocat, aux médecins, de faire rentrer ces patients, ces clients, les gens qui utilisent les services dans un processus actif. Aujourd'hui, un patient en sait autant que son médecin sur sa maladie et c'est une bonne chose. Évidemment, de temps en temps, il lit Doctissimo et c'est la catastrophe. Mais n'empêche, lire Doctissimo, ça fait partie du process. Si vous êtes médecin et que vous refusez cette réalité, ça ne va pas bien se passer pour vous. Dans Coup d'État, Anyone Can Scale, on a commencé par aborder le sujet de la scalabilité des individus. Pourquoi ? Parce que si vous voulez changer les choses, si vous voulez changer le monde, il faut d'abord changer soi-même. Avoir les préceptes de scalabilité en soi, c'est le meilleur moyen de pouvoir les transmettre ensuite. Dans le chapitre numéro 2, se posera la question de comment on scale une entreprise. On va prendre des exemples très concrets. Kimono qui vend des vêtements, Lyon qui forme des gens, Pathfinder qui fait du conseil. Et on va vous montrer que ces entreprises traditionnelles qui sont l'archétype de la société de service ont en fait des champs de scalabilité hyper forts qu'on peut aller chercher pour les rendre plus rentables, plus fortes. Évidemment, ça nous amène au chapitre numéro 3 qui est comment passer d'un leader obsédé par la scalabilité à toute une équipe obsédée par la scalabilité. Si chaque personne dans votre équipe comprend cette philosophie, si vous êtes capable de la transmettre, de la faire vibrer au sein de votre entreprise, les possibilités sont infinies, puisque les idées de scalabilité ne viendront plus de vous, mais viendront de tout le monde. Et évidemment, ça nous amènera à ma partie favorite, la partie la plus mégalo, c'est comment on peut créer un empire, comment internationaliser et comment répliquer dans tous les pays ce que vous avez créé à un endroit. Alors évidemment, la question, c'est, vous allez me dire, moi, il n'y a que le 1 qui m'intéresse ou le 3 qui m'intéresse. Non, c'est important de comprendre tout le process. Parce que même si vous ne le faites pas en entier, ça servira d'inspiration, ça servira d'ambition et ça vous aidera à faire de meilleurs choix. Alors, Anyone Can Scale, c'est quoi ? C'est de la théorie, en clair, moi qui radote, de la pratique, en clair, moi qui parle avec des gens et qui leur essaye de les pousser dans leur retranchement, et de l'observation et des outils pour vous montrer concrètement comment ça a été implémenté. Alors évidemment, chacune de ces 4 grandes parties, scaler les individus, scaler les entreprises, scaler votre équipe et scaler le monde, auront des épisodes. Chaque chapitre sera à peu près 5 épisodes. À peu près, vous savez à quel point on adore les règles, nous ici. Les règles, c'est fait pour être cassé. Mais grosso modo, la bonne attitude, la bonne démarche, c'est prenez un cahier, prenez des notes, vous regardez les épisodes et vous essayez de faire, vous essayez d'implémenter. Et surtout, vous nous parlez. On est là pour vous, on est là pour vous nous poser des questions, on est là pour transformer ça en quelque chose d'actif. Là, on va sortir un peu de l'expérience Netflix et rentrer un peu dans l'action. On va chercher de la scalabilité, on va chercher des progrès, on va les célébrer. D'ailleurs, les meilleurs moments, on les prendra et ça donnera peut-être des épisodes, des caméos. On viendra vous voir. Si certains d'entre vous font des choses extraordinaires, on vous mettra en avant, on vous filera ce petit moment de kiff parce que ça nous fait grave kiffer. À très vite pour la suite.